Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest note une évolution positive des autorités de transition, mais les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'organisation décident néanmoins de maintenir la mesure de suspension du Mali de ses institutions. La troisième vague prend de l'ampleur, le continent africain face au Covid-19, une évolution en partie liée à la propagation des variants. Le variant Delta, détecté en Inde, est désormais présent dans une quinzaine de pays. Le sud de Madagascar est au bord d'une crise humanitaire. Les associations décrivent une sécheresse d'une gravité inédite. Conséquence, la famine frappe la région. Plus d'1 million de personnes ont besoin d'assistance. Le directeur du Programme alimentaire mondial s'est rendu il y a quelques jours dans la région afin de visualiser l'ampleur de la catastrophe. Et voici nos invités de ce soir. Emmanuel Dupuis, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sur ce plateau, également Alfred Tchongo, bonsoir. Bonsoir Zara et puis bonsoir à mes très chères téléspectatrices. Alfred Tchongo, éditorialiste d'Africa 24. Place à l'actualité. Dans le dossier malien, la CEDEAO salue des progrès, mais on attend davantage de la part des autorités de transition. Plus d'actions donc en faveur de la restauration d'un pouvoir civil. Après le nouveau coup d'État opéré en mai dernier, le bloc régional demande aux autorités d'organiser une élection présidentielle d'ici février 2022. Aïssa Toubari. Fin samedi 19 juin 2021 à Accra, du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO. Lors de ce sommet qui a réuni plusieurs chefs d'État de la sous-région, la situation politique au Mali a largement dominé les débats. Ils ont décidé de maintenir la suspension du pays et ce, malgré des avancées positives. À ce stade, bien qu'ils n'aient constaté des évolutions positives, ils ont estimé devoir maintenir la suspension car ils veulent vérifier la solidité des progrès accomplis. Les chefs d'État veulent davantage d'assurance sur ces progrès. Selon le rapport du médiateur Goodluck Jonathan, envoyé spécial de la CEDEAO pour le Mali, il y a une évolution positive et qui reste encourageante. Un premier ministre civil et un gouvernement ont été nommés et installés conformément à la décision des chefs d'État. Reste toutefois l'épineuse question de la tenue des élections dans les délais en février 2022. Il est évident aujourd'hui que la CEDEAO est dans une logique de prudence, elle est dans son plein rôle. D'autant plus déjà que les premières initiatives qui ont été prises par l'actuel Premier ministre Choguel Kokal Maïga ne renforcent pas davantage la confiance. Et aujourd'hui, il veut initier des initiatives, notamment l'audit des marchés et également l'arrestation des dignités de l'ancien régime, ce qui semble être loin dans le cadre de la logique de la réconciliation nationale. Donc aujourd'hui, le Premier ministre Choguel Maïga crée les conditions d'un prolongement de la transition en tant que telle. Donc la CEDEAO, en prenant une telle décision, elle est tout à fait prudente. En levant les sanctions totalement contre le Mali, ça serait alors donner carte blanche à une transition politique aujourd'hui qui continue à piétiner. Par ailleurs, un mécanisme de suivi sera mis en place. Ce mécanisme va permettre de travailler en étroite collaboration avec les autorités maliennes pour la mise en œuvre de la feuille de route qui doit conduire à l'organisation des élections présidentielles et législatives en février 2022 comme prévu. Alors Emmanuel Dupuis, est-ce qu'il y a réellement des garanties quant à la restauration d'un pouvoir civil ou alors la CEDEAO s'est un peu précipitée en parlant d'évolution positive ? Alors, les garanties civiles ont été apportées le 10 juin dernier avec la mise en place d'un nouveau gouvernement, puisque le Premier ministre Choguel Maïga est un civil, contrairement à Assimi Goïta, qui s'était fait investir 3 jours plus tôt comme président de la transition, alors qu'il était et il reste l'homme fort depuis le coup d'État du 18 août dernier. La CEDEAO, je crois, n'a pas précipité les choses. Je crois au contraire qu'elle a beaucoup temporisé. Elle a d'abord envoyé Goodluck Jonathan pour la deuxième fois, après le premier coup d'État, le 20 août dernier, puis après le deuxième coup, le coup d'État si vous voulez, quelques jours après, le 24 mai, en prenant le temps de rencontrer l'ensemble des acteurs. On avait encore à l'époque un président Bando et un Premier ministre Mokhtar Ouane sous la bonne garde des militaires au camp de Kati. Depuis, ils ont été les uns et les autres démis de leur fonction et encore sous résidence surveillée. Le président Nana Addo Akufo a été très clair en disant qu'il ne faut pas créer d'exceptionnalité,
le Tchad n'est pas une exceptionnalité puisqu'elle n'appartient pas à la CEDEAO. Donc, il n'y a pas de responsabilité de ce point de vue-là. Enfin, il y a quand même une jurisprudence tchadienne qui impacte sur la manière dont le dossier malien a été traité. Je ne crois pas qu'on soit dans la précipitation, car la transition a promis de faire exactement ce qu'elle avait dit qu'elle ferait quand elle a pris le pouvoir, c'est-à-dire rendre le pouvoir aux civils, mettre en place une charte de la transition, ça a été fait en septembre dernier, mettre en place un Conseil national de transition, ça a été fait en décembre dernier. Néanmoins, tout le monde a conscience, et de ce point de vue-là, il ne faut pas jouer sur les mots, que de toute façon, les élections de février ne pourront pas se tenir pour une autre raison, qui n'a pas grand-chose à voir avec le fait qu'il y ait eu un coup d'État, c'est que la situation sécuritaire s'envenimant ou ne s'améliorant pas, il y a de fortes chances que ça perturbe le scrutin, mais ça, c'est exclu avant le deuxième coup d'État du 24 mai dernier. Alfred Thiango. Alors je dirais effectivement que la CEDEAO a quand même pris le temps de réfléchir à la bonne manière de réagir face à cette nouvelle situation malienne et à éviter d'envenimer la situation. Elle est déjà très compliquée comme ça au Mali, en faisant juste ce qu'il fallait, c'est-à-dire condamner fermement ce deuxième coup d'État et en même temps en appeler justement à Assimi Goïta à tenir la parole donnée lors du premier coup d'État, c'est-à-dire passer le pouvoir aux civils et puis aller aux élections. Ça, très personnellement, ça ne m'inquiète pas beaucoup. Vous ne pouvez pas faire mieux. Ce qui est intéressant et à la fois inquiétant, c'est le fait que on sait que l'accord d'Alger, qui était censé régler le conflit entre le nord et le sud, le centre du Mali, a été mis en sourdine et que Choguel Maïga a été parmi ceux qui ont combattu cet accord-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui doit négocier, discuter avec les Touaregs et autres qui étaient partie prenante justement de cet accord-là. D'ailleurs, ils se sont rencontrés il n'y a pas longtemps et là, on a entendu les représentants des Touaregs dire nous nous en tenons strictement à cet accord, on doit l'appliquer totalement. On verra comment ça va se jouer. Et c'est vrai que la nouvelle donne du retrait de Barkhane et de son redéploiement au Niger ajoute aussi un autre caillou dans la chaussure d'Assimi Goïta et puis de la CEDEAO, mais des 5 du Sahel. Donc, pour l'instant, la CEDEAO ne pouvait pas faire plus que ce qu'elle a fait maintenant. Et donc, on verra quelles seront les évolutions par la suite. Mais quelle est la marge de manœuvre de la CEDEAO par rapport aux autorités maliennes? Alors, déjà, la pression qui a été mise par la CEDEAO est convergente avec d'autres pressions, celle de l'Union africaine, celle de l'Union européenne, ce qu'on appelle la Troïka, qui associe la CEDEAO, l'Union européenne et l'Union africaine. La CEDEAO n'est pas non plus la seule partie prenante. On évoquait la France par le truchement de la recomposition de Barkhane, mais avant cela, il y a une autre décision qui pèse beaucoup sur le pouvoir malien et de facto peut-être une arme dont que peuvent utiliser les 15 chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, c'est bien évidemment la fin de la coopération avec les forces armées maliennes. Car la fin de Barkhane n'a pas remis en cause ce partenariat. Et ça, c'est une épée de Damoclès ou un caillou dans la chaussure, comme vous évoquiez, qui va peser beaucoup sur la disponibilité ou la bonne disposition du gouvernement à Mais pour le moment, la travailler. CEDEAO n'avance pas tellement cette action-là. Alors, la CEDEAO, pour l'instant, est dans son rôle d'avoir des sanctions, de brandir des sanctions économiques, puisque c'est une communauté économique régionale. Néanmoins, il y a une parfaite coordination, puisque 3 pays qui appartiennent à la CEDEAO sont membres du G5 Sahel et ont un intérêt particulier à ce que cet agenda sécuritaire soit, entre guillemets, évité par la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas la capacité de financer ces opérations, même si Jean-Claude Brou a dit qu'il fallait qu'il y ait plus d'appropriation régionale. On sait très bien que ce n'est que du narratif, comme diraient les anglo-saxons, et pas tout à fait de la réalité. Il y a quand même néanmoins une petite différence entre le premier coup d'État et le deuxième coup d'État,
c'est l'appropriation très personnelle du président du Ghana en tant que président en exercice de la CEDEAO, qui a cette capacité de rassemblement ou de la possibilité de rassembler que n'avaient pas forcément ses prédécesseurs. Et puis un autre élément aussi important, on l'a vu à travers vos images, c'est qu'il y a un acteur dont on parle peu mais qui agit beaucoup, qui est le Togo, et qui pourrait être une sorte de facilitateur, de médiateur, pour faire en sorte que la CEDEAO ne soit pas trop excessivement dure sur un régime militaire, certes, mais qui a un Premier ministre civil. Et puis surtout, la CEDEAO a parfaitement compris, vu l'urgence de la situation sécuritaire et sanitaire et économique. D'ailleurs, l'Union générale des travailleurs du Mali a été en grève générale pour bien montrer que la situation économique est dramatique. Ça s'est passé au moment où il y a eu ce coup institutionnel. Et donc, la principale préoccupation de la CEDEAO, c'est de ne pas obérer l'avenir très sombre des Maliens. Alfred Thiango. Oui, non, mais c'est tout à fait cela. C'est-à-dire que je crois que la CEDEAO est entre deux feux. Et elle est obligée, effectivement, d'essayer de transiger pour conduire, mais vraiment à bien, la barque donc, malienne. Parce que sinon, si ça coule, si ça débouche sur l'explosion du Mali et non-consensus, on voit déjà les répercussions dans les 5 du Sahel, les pays du front qui sont là. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est aussi touchée par le terrorisme et la crainte vraiment de la CEDEAO. Et puis, nous ne l'avons pas évoqué ici, mais il y a cet agenda économique de la CEDEAO d'harmonisation pour arriver en 2027 à la monnaie unique. Et donc, il y a tous ces enjeux-là, la gestion du Covid et les conséquences économiques et sociales dans la CEDEAO. Ça appelle justement un peu de modération, en même temps un peu de fermeté pour amener justement les protagonistes politiques maliens vers vraiment un peu plus de sagesse. Donc, compte tenu notamment de la situation économique, il fallait que la CEDEAO soit un peu plus clémente qu'en 2020, Emmanuel Dupuis. Il fallait surtout que la CEDEAO pratique effectivement la clémence ou la tempérance, mais donne surtout pas l'impression qu'elle répondait à un agenda extérieur. Extérieur s'entend de l'étranger lointain. Oui. En gros, que la France, qui a voulu utiliser la CEDEAO pour être très dure et pour sanctionner, ne donne pas l'impression qu'elle avait cet agenda-là en tête. Et je trouve que ça a été fait très finement. D'ailleurs, ça a beaucoup courroucé ou énervé la position française, qui trouvait que la CEDEAO n'a pas été assez dure, qui a tenté de le faire la même chose avec l'Union africaine. Le président Tshisekedi a gentiment dit que ce n'était pas son rôle de le faire, mais qui donnait d'abord la préséance à son homologue ghanéen. Et je trouve que la CEDEAO s'en est très bien sortie et que, in fine, c'est un petit peu un jeu de rôle dans lequel chacun a sa place. Le président, à l'époque, vice-président Assimi Goïta, s'est déplacé à Accra. Il a fait valoir ses arguments. Ses homologues, la plupart élus, c'est une différence d'appréciation, mais néanmoins homologues désormais, ont écouté et n'ont pas été dans des positions très manichéenne, comme on avait pu le voir sur la question tchadienne, où là, évidemment, on était dans un entre-deux. La communauté économique des États d'Afrique centrale fonctionne moins bien, je le dis très diplomatiquement, que la CEDEAO. Il y a moins d'intégration régionale, il y a moins d'agenda. C'est bien évidemment dans la zone économique de l'Ouest africain que l'ECO va se mettre en place en 2027. Il n'en est pas encore question en Afrique centrale. Donc il y a vraiment des enjeux qui sont consubstantiels à l'intégration régionale africaine, parce que la zone de libre-échange continentale africaine va s'appuyer sur 2 zones, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, et l'Afrique de l'Ouest. Et donc, il y a vraiment une nécessité de ne pas rajouter des difficultés. La situation sécuritaire est telle que si on a une crise institutionnelle ou des pays qui sont exclus alors qu'ils sont pivots dans cette configuration, voilà, ça va perturber un petit peu tout l'arrière, Alfred a raison de le dire, tout l'arrière-cour. La crainte de la migration des groupes armés terroristes vers le Sénégal, vers la Côte d'Ivoire, vers le Bénin, vers le Togo est avérée. Et de ce point de vue, chacun essaye de se protéger
Donc en gros, il s'agit aussi de protéger ses frontières et donc de contenir un petit peu pour l'instant ce qui est contenable dans les pays qui sont hélas déjà ciblés et visés depuis 2012-2013. Alfred Thiong'o ? Oui, exactement. Mais si on reste aussi à l'intérieur du Mali, on voit effectivement que cette situation nouvelle quand même entraîne aussi parmi les acteurs politiques maliens des tensions. Et de la défiance, surtout vis-à-vis d'Assimi Goïta. Bon, déjà, les anciens dirigeants, l'ancien président et vice-président sont toujours en résidence surveillée. On a vu l'épisode malheureux où il prend sa voiture et puis à la frontière, on a cru qu'il allait s'échapper. Et donc, on l'a arrêté et ramené. Et donc, ça irrite un certain nombre d'acteurs politiques maliens. Et puis, commence à l'imam Dicko aussi, qui est tapis dans l'ombre. Déjà, lui-même, enfin, il chapeaute presque tout le monde, mais on sent qu'il piaffe d'impatience parce qu'il espère que c'est son moment qui est en train d'arriver pour arriver au pouvoir au Mali. Je ne suis même pas sûr que les militaires ne vont pas quitter l'uniforme pour faire un peu comme Amadou Toumani Touré et rester au pouvoir. On ne sait pas ce qui va se passer dans 8 mois. Non, mais Alfred a raison, il se murmure que les militaires poussent l'idée que février 2022 doit être repoussé, dans l'espoir aussi de les autoriser à concourir à l'élection présidentielle, voire même qu'il n'y ait pas d'élection présidentielle tout court. Mais il y a néanmoins un élément très important dans tout ce qu'on a dit, c'est qu'il y a quand même un agenda un peu particulier qui préoccupe la CEDEAO, c'est qu'il est en train de se créer une sorte de césure en son sein sur l'opportunité ou pas de dialoguer avec les djihadistes. Et on voit bien qu'il y a des présidents qui sont prêts à ça. Marc Christian Kaboré, Assimi Goïta. Déjà, Mokhtar Ouane, quand il était Premier ministre, avait appelé à la réconciliation nationale, répondant à une doléance de la charte nationale de la transition. Ouais. Le nouveau Premier ministre, Maguel Choga, y est favorable. L'imam Mahmoud Dicko a déjà initié des médiations ou a lancé des ambassades dans le Massina avec Amadou Koufa. Mais on sait aussi que Mohamed Bazoum et que Mohamed Idriss Déby sont résolument contre. Et on voit bien qu'il y a là une césure qui est en train de se créer et qui pourrait, si elle n'est pas résolue, aboutir à ce qu'il y ait des États qui dialoguent et des États qui ne dialoguent pas deviennent de facto encore plus ciblés. Et juste ajouter qu'il y a un acteur aussi dont on n'a pas parlé sur cette question-là, justement, de la réconciliation ou du dialogue entre le gouvernement et puis les insurgés, les rebelles et les djihadistes, c'est l'Algérie. On a entendu le président Tebboune dire ils sont prêts justement à revenir, mais à condition que les accords d'Alger servent de base justement à cette tentative de rapprochement. Donc, voyons voir. Beaucoup d'enjeux dans ce dossier malien. Merci à tous les deux pour ce décryptage. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. De retour dans l'Africa Newsroom, deuxième partie, nous sommes toujours avec Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, Alfred Thiong'o, éditorialiste d'Africa 24. Place au grand temps. Le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter en Afrique. Le continent est confronté à une troisième vague du virus qui est en pleine accélération en raison notamment de la présence de variants beaucoup plus contagieux. Ces derniers jours, plus de 120 000 nouvelles contaminations ont été recensées sur le continent où seuls 2% de la population a reçu une première dose de vaccin. Corinne Eoné, commentaire Ruth Mouzi. 15 pays africains sont touchés par la troisième vague du coronavirus, selon le Centre africain du contrôle des maladies qui a tenu ce 17 juin son traditionnel point hebdomadaire. Une situation qui exige l'accélération de la vaccination alors que le continent reste toujours en marche d'une distribution équitable des vaccins. Moins d'1% de la population a reçu un schéma vaccinal complet.
J'ai souligné dans mon rapport le faible taux de vaccination que nous enregistrons en Afrique. Cela signifie que nous devons continuer à agir dans le bon sens, en assurant toujours une bonne mise en œuvre des mesures édictées par les programmes de santé publique. Nous usons pour le moment des moyens dont nous disposons pour réprimer cette troisième vague en souhaitant que les vaccins soient bientôt disponibles en nombre satisfaisant. Pour cette institution panafricaine, la situation vaccinale en Afrique devrait rapidement s'améliorer grâce aux différents partenariats qui se sont effectués pour la mise à disposition d'importantes doses de vaccins. Le partenariat conclu il y a une semaine avec la Foundation Mastercard permettra, dans le cadre de l'initiative Sauver des vies et des moyens de subsistance, d'administrer des vaccins à environ 50 millions d'Africains. Dans cette perspective, des programmes régionaux développés en ce moment permettront une bonne répartition. Nous avons déjà mis à contribution les 4 régions sur les 5 contre le continent. Nous allons clôturer avec l'Afrique de l'Ouest la semaine prochaine pour terminer cette étape. Ce sera le dernier processus d'engagement ciblant les ministres de la Santé, afin qu'ils comprennent l'objectif de cette initiative et soumettent leur plan de travail afin que nous puissions les soutenir. Les statistiques de l'agence révèlent que le taux de contagion sous une semaine s'est élevé à 20%. En date du 17 juin, 5 108 890 cas étaient recensés sur le continent avec 136 030 décès et 4 558 435 guérisons. Pour le directeur du CDC Afrique, il est d'une nécessité absolue que tous les pays harmonisent leur politique de lutte à la stratégie globale adoptée le 8 mai dernier qui encourage la prévention, le financement et la recherche pour un meilleur traitement. Donc une quinzaine de pays du continent confrontés à une troisième vague sur le continent où 0,54% de la population a reçu, est complètement protégée, c'est-à-dire avec les 2 doses de vaccin. Alfred Tchongo, où en sont les promesses des pays développés de soutenir la campagne de vaccination sur le continent africain? Alors donc il y a le projet COVAX qui a été initié par l'OMS et puis les Nations Unies pour faire que les pays africains puissent obtenir justement des doses de vaccins gratuitement. Mais on a vu que ce projet qui a bien commencé s'est heurté justement à l'apparition de la souche Delta en Inde qui a pratiquement retenu toute la production justement des vaccins qui étaient destinés à l'Afrique, en particulier à AstraZeneca. Donc maintenant, il y a la deuxième phase, mais on sait au sommet de Paris ici où les chefs d'État africains étaient venus et puis l'OMS, tout le monde s'est engagé effectivement à augmenter la participation dans les dons. Le président américain, on l'a entendu au G7 en Angleterre dire effectivement en Cornouailles qu'il allait donner pour 500 millions de doses gratuitement à l'Afrique et se départir d'une partie de ces doses d'AstraZeneca. C'est bien, mais ce qu'il faut voir dans tout cela, c'est que dès le moment où le vaccin AstraZeneca est réservé à une tranche d'âge spécifique, alors qu'en Afrique, la majorité de la population est jeune, donc d'office est exclu d'AstraZeneca. Donc il faut passer vers les autres vaccins qui sont sur le marché, Pfizer, Moderna, Janssen maintenant. Et puis, l'initiative chinoise qui a apporté un certain nombre de vaccins, les Russes aussi. Mais ça se heurte aussi à une réalité qui a été rappelée dans le reportage par Nkengasong, le directeur du CDC africain. C'est la résistance, au fond, des pays, des peuples africains, justement, au vaccin. Une forme de méfiance qu'il y a vis-à-vis de ce vaccin, et puis l'absence presque de politique nationale de lutte contre le Covid-19, avec pas beaucoup de tests justement, puisque les tests permettent de prévenir, pas beaucoup de respect non plus des gestes barrières, pas beaucoup de masques, et on sait que les Africains vivant au jour le jour, ce n'est pas évident évidemment de respecter ces gestes barrières, et donc
on est confronté à cela, hein, qui limite l'efficacité de ce programme de COVAX, quoi. Emmanuel Dupuy. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Alfred. Bon, déjà, COVAX n'est pas une grande réussite, non pas sur le continent africain, mais en général. On est très très loin des 2 milliards de doses qui avaient été promis. Je crois qu'on doit être à 140 millions ou 150 millions, peu importe. Exactement. Mais on est très très loin. Donc ça veut dire que on a tous vu peut-être un peu trop grand. Donc, ça c'est le premier point. Je suis très heureux que le président Joe Biden décide, dans sa grande générosité, de renvoyer les vaccins que de toute façon les Américains ne veulent pas. Mais en même temps, c'est de la générosité un peu facile. Alfred a raison de dire, il y a 3,5% de la population qui a plus de 65 ans. L'AstraZeneca leur étant plutôt dédié, entre guillemets, ça n'a pas changé grand-chose. Non, là où on ne touche pas au fond du problème, c'est qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite sur l'universalité des brevets, de l'accès aux brevets, pour qu'on puisse construire de la résilience et donc avoir à disposition des brevets, non pas exporter de l'extérieur, envoyer à grands frais, avec un pourcentage de doses de vaccins perdues, mais qu'on puisse le produire sur place. Pour l'instant, on a l'impression qu'il n'y a que le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui parle justement de cette question. Et le président Biden des brevets. Le président Biden a changé la donne. Non, je parle de président africain, sur le continent africain. Oui. Mais le président américain lui est venu dynamiser en disant lors du sommet du G7 de Corbett's Bay qu'il fallait le faire. Et on a tous en tête que les Français, du coup, se sont dit « mais non, mais nous, on l'avait dit avant ». Enfin, il y a eu toute une guerre un peu en disant que le président américain se range à la position française. Non, le président américain a amené les autres à ce qu'il y ait un consensus là-dessus. Donc ça, ça va vraiment permettre de changer tout ça. Puis il y a une autre réflexion que je me faisais en écoutant Alfred et vous, Zahra, c'est qu'on a un petit peu le sentiment qu'on s'est dit que l'urgence sur le continent africain n'était pas sanitaire, mais économique. C'est ça. Il faut plus de DTS, 33 milliards jusqu'à 100 milliards. C'était le but de la conférence du financement sur les économies africaines. Vera Sangwe qui disait, la présidente de la commission économique pour l'Afrique de l'ONU, qu'il fallait un boost, un bazooka, effet bazooka, instiller tout de suite 100 à 150 milliards de dollars, en justifiant le fait que la première urgence est sociale, économique et sanitaire moins. Bon, il n'y a entre guillemets que 150 000 Africains qui malheureusement sont décédés. On voit bien que le continent africain est en train d'être touché avec une exponentialité forte et que la question économique est importante, mais maintenant il faut traiter la question sanitaire. Et on a un peu le sentiment qu'en la marginalisant, on n'est pas tout à fait prêt à l'assumer alors que nos systèmes de santé donne l'impression qu'on est un peu sorti de tout ça. 3e vague en Afrique, 4e vague en France. Donc on n'a pas les mêmes en France et en Europe, on n'a pas les mêmes temporalités. Alfred Thiango. Oui, mais tout à fait. C'est cette question de la temporalité, elle est importante. C'est-à-dire qu'on a un peu minimisé cet aspect des choses parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cas en Afrique, en se disant, on est étonné, effectivement. On avait prévu une explosion lors de la première vague. Et puis, ça n'est pas arrivé. Alors, on s'est dit, puisque l'Afrique n'est pas très touchée, on va mettre l'accent sur la question économique, finalement, et sociale. Et, sauf que maintenant, on voit, avec cette explosion qui arrive, que les systèmes de santé commencent à être saturés, et puis les États incapables de contenir, justement, cette explosion. Et ça, le risque est grand, parce que nous entrons dans la saison sèche, saison d'hiver presque en Afrique australe. Donc, avec le froid et tout, on court vraiment à ce risque de voir les pays dépasser. Et si on ne traite pas la question sanitaire, alors la question économique, ipso facto, est touchée aussi, puisque s'il n'y a pas des bras valides pour produire, pour travailler, etc., et puis certains pays vont vers le confinement partiel ou plus ou moins important, on court vers la catastrophe, là. Alors, on court vers la catastrophe, Emmanuel Dupuy. Alors, peut-être pour un pays comme l'Afrique du Sud, qui est l'un des pays les plus touchés sur le continent africain, la fabrication de vaccins sur le continent, ça pourrait être l'une des réponses à cette pénurie de vaccins. Je pense que c'est la solution, mais ce n'est pas que l'Afrique du Sud.
qui pas que l'Afrique. doit le faire. Ouais. C'est les pays où, accessoirement, il y a eu le plus de cas. Le Maroc, l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Donc les pays les plus densément peuplés ou qui ont une capacité économique de le faire, ou, parce qu'il faut appeler un chat, où les entreprises pharmaceutiques pensent qu'il y a un marché. Parce que c'est ça aussi dont il est question. On veut bien donner des vaccins là où potentiellement va se créer une économie pharmacologique qui est peut-être pas suffisamment pérennisée ou pas suffisamment existante. Il y a aussi une rationalité économique à tout ça. Et donc, du coup, il y a aussi, et votre reportage le montrait très bien, un hiatus qui est en train de se créer entre toutes les régions africaines. Oui. Hein, on a cité 4 régions africaines, il me semble qu'il y en a 5, voire même 6 avec la diaspora. Oui. Le président du CDC dit que pour l'instant, il y a un accord sur 4, mettant en avant le fait qu'il y a peut-être une différence d'approche en ce qui concerne les pays d'Afrique du Nord, par exemple, mais en oubliant qu'il y a aussi la diaspora qui peut jouer un rôle très important. Moi, j'ai rien contre l'application de Mastercard ou de la fondation Bill et Melinda Gates. C'est très bien qu'il y ait des investissements privés, mais enfin, c'est lilliputien par rapport à ce que pourrait faire la diaspora. Et peut-être que, pour répondre à votre question, Zahara, il y a 2 solutions. Fabrication des vaccins sur le continent africain, donc avec cette capacité d'universalité des licences, ce qui permettrait de faire du vaccin un bien public mondial. Donc c'est un changement aussi sociétal. Et donc ce qui est valable pour le continent africain est valable dans tous les pays émergents et qui ont besoin d'avoir accès à cette proximité. Et puis deuxième élément, le fait que l'aide n'est pas forcément que les États. Ça peut être des collectivités locales, ça peut être des individus, et que si on a un narratif et donc une mobilisation forte, à ce moment-là, on peut créer de la résilience entre les 170 millions d'Africains qui sont en dehors du continent africain ou les 30 millions sur le continent européen. Le président Macron a dit qu'il faisait grand cas des 10 millions de citoyens français qui ont des origines ou des filiations ou des ascendances sur la rive sud de la Méditerranée. Qu'ils les mettent plus en avant pour faire ce que l'État français peine un peu à pouvoir réaliser. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Emmanuel vient de dire. Effectivement, il faut élargir les capacités justement d'accès à ces vaccins. Et puis, cette universalité est une idée très, très intéressante. Je crois que le président sénégalais aussi est rentré dans cette logique-là en disant il faut que le Sénégal dispose quand même des laboratoires, des instituts qui peuvent aussi, moyennant l'accès aux brevets de production, de fabrication, produire sur place, ce qui constituerait effectivement, si on prend les pôles, l'Afrique du Sud, il y a le Sénégal, le Nigeria ou le Ghana, et puis le Rwanda aussi qui se positionne là-dessus. Donc ça pourrait faire comme ça une sorte de maillage de l'Afrique dans la production des vaccins et faciliter cet accès-là. Je crois aussi peut-être que ça résoudrait la question de la méfiance de beaucoup d'Africains, du fait que les vaccins viennent justement de l'étranger, des États-Unis, et donc il y a des formes de méfiance. Si c'était produit sur place par des Africains, probablement, peut-être qu'il y aurait ce mouvement vers là. Un dernier point, on ne peut pas, comme ça va être dit à partir de octobre à Glasgow, lors de la COP26, appeler à ce qu'il y ait des circuits courts pour effectivement tenir compte du fait que si on produit loin ce que l'on pourrait avoir en proximité, ne pas avoir cette réflexion sur les brevets. Ça me paraît indéfendable de la part des chefs d'État et de gouvernement de dire qu'on va dépenser des sommes faramineuses pour produire quelque chose qui pourrait être produit dans la proximité. Et je pense que les citoyens africains et les citoyens européens et les citoyens du monde comprennent la nécessité pour cette question d'avoir des circuits courts. Et je pense que là, si on change un peu la manière de percevoir les choses, c'est vrai que j'ai complètement oublié le Sénégal, c'est important, puisque le président Macky Sall sera président de l'Union africaine en 2022-2023, au moment où vraisemblablement on sera dans la 4e ou la prolongation de la 3e vague. Là, effectivement, il y a une forme de maillage africain qui est cohérent, mais il faut juste donner la capacité. Ce n'est pas une question de financement, c'est juste une question d'accompagnement de ceux qui ont la capacité de le faire. Le président Paul Kagame
a dit qu'il était prêt à le faire, le président Macky Sall aussi, le président Tshisekedi l'a dit parce que le président Kagame Évidemment. juste avant, et accessoirement il est toujours président de l'Union africaine, le président Ramaphosa aussi, mais le président Sisi également s'est proposé à ça, et le président Akufo parce qu'il préside la CEDEAO. Merci à tous les deux pour cet éclairage, une courte pause et on se retrouve pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec notre éditorialiste Alfred Chongo et Emmanuel Dupuy, le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Place au Zoom. Le Premier ministre malgache Christian Tshai a reçu vendredi le président du Programme alimentaire mondial. Ils ont fait le point sur la crise alimentaire, la famine qui frappe le sud de la Grande Île. Plus d'1 million de personnes ont besoin d'assistance. Moumini Ouedraogo, le représentant du PAM à Madagascar, était également présent à cette rencontre. À noter que le président de la République, André Joël, lui, n'a pas assisté à cette importante rencontre. Il était en déplacement en Europe pour raisons privées au moment où son pays est au bord de la crise humanitaire. Alexandre Ndoa. La crise alimentaire s'aggrave, les communautés de Madagascar sont au bord de la famine. Cette mère de 3 enfants d'Ambiriki, dans le sud de Madagascar, s'occupe également de 2 orphelins depuis le décès de leur mère. Pour survivre, cette famille compte sur les fruits de cactus rouges crus, des feuilles sauvages et des criquets pour leur repas. Le matin, je prépare cette assiette d'insectes. Je les nettoie du mieux que je peux, étant donné l'absence quasi totale d'eau. Cela fait 8 mois que mes enfants et moi mangeons cette plante tous les jours et exclusivement parce que nous n'avons rien d'autre à manger et pas de pluie pour nous permettre de récolter ce que nous avons semé. La malnutrition aiguë a presque doublé au cours des 4 derniers mois. Il a même atteint le chiffre alarmant de 16,5%. Le Programme alimentaire mondial indique avoir besoin de plus de 78 millions de dollars pour fournir des denrées alimentaires vitales pendant la prochaine période de soudure. C'est 7 fois pire qu'il y a tout juste 1 an. 7 fois plus d'enfants sont en difficulté. Pourquoi ? À cause de la sécheresse. Mais avec le Programme alimentaire mondial, nous espérons que si nous pouvons obtenir le soutien dont nous avons besoin, les fonds dont nous avons besoin, nous pourrons arrêter la souffrance. Madagascar n'est pas la seule zone menacée par une famine imminente. Le PAM a déclaré que 41 millions de personnes sont au bord de la famine dans 43 pays. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 27 millions de 2019. Donc une catastrophe humanitaire qui se déroule à Madagascar, on l'a vu sur ces images. Alors peut-être un retour sur la visite du président, non, du directeur exécutif du PAM, Emmanuel Dupuy. Il était à Madagascar, au sud de l'île, vendredi dernier. Alors il a été reçu par le Premier ministre Christian Tshai, mais le président de la République, lui, était en déplacement en Europe. Alors, est-ce que cette absence du président ne montre pas un chef d'État qui continue de minimiser la situation qui se passe dans son pays, cette crise humanitaire, cette famine qui frappe des millions de personnes? Je crois que le président Razoel était pour une communion, la communion de sa fille à Paris. Donc je ne dis pas que c'est d'une égale importance à la famine qui touche son pays. Enfin bon, il y a quand même 1 million de Malgaches qui, comme on l'a vu, dans ce reportage assez poignant parce que les images sont d'un autre temps et qui, hélas, frappent l'île. Ce n'est pas le seul endroit où la famine est de retour sur le continent africain. Mais évidemment, ça devrait être l'objet d'une mobilisation permanente. Surtout quand le prix Nobel de la paix, le directeur exécutif du PAM, vient dans son pays pour essayer de mobiliser des fonds que théoriquement il pourrait mobiliser, eu égard aux accords de pêche qu'il a signés avec la Chine, donc contre des sommes sonnantes et trébuchantes, si j'ose dire, beaucoup, et bien évidemment avec le développement assez à 360 degrés, si j'ose dire, du nord de l'île qui est en train de se développer en termes d'investissement touristique, les Émirats arabes unis, les investisseurs français, le groupe Accor est en train de réfléchir à la relance de Noisy-Bé, et le Sud qui est en train de mourir. Donc, à un moment ou à un autre, la responsabilité politique, et donc c'est pas à nous de le dire, mais aux Malgaches, d'un président qui n'est pas là, alors qu'il y a quand même une urgence
qui s'impose me semble un peu légère. Mais vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ce que Emmanuel vient de dire. C'est quand même assez ahurissant de voir André Rajoelne venir à Paris pour la communion de sa fille, alors qu'il y a une visite importante du directeur du programme alimentaire mondial dans son pays, qui est frappé d'une grave famine, et ça ne date pas d'aujourd'hui, cette famine, ça fait quand même un bon moment. Ça, c'est d'un. De deux, évidemment, ce qu'on voit là, ce que le Madagascar vit, c'est ce qu'on verra de plus en plus du fait du dérèglement climatique. Il n'y a pas de pluie, et donc il n'y a pas de production agricole, et donc famine, donc des enfants kwashiorkoreux, comme on vient de le voir. C'est quand même grave. Certes, ce n'est pas seulement Madagascar. Au Tigray, en Éthiopie aussi, c'est pareil. Donc il y a là quand même toute une série d'interrogations qui se posent, hein, non seulement au président malgache, hein, et à la manière dont d'ailleurs la répartition de la richesse se fait à Madagascar entre le nord et le sud, qui semble abandonné. Et de toute façon, le président malgache est quand même familier un peu du coup. On l'a vu, son attitude vis-à-vis du Covid en même temps. À la fin, il a été, l'Académie de médecine de Madagascar lui a dit sa potion ne marchait pas. Oui. Exactement, il fallait rentrer dans le projet COVAX pour obtenir des vaccins. Il a tardé à rentrer. Voilà, exactement. En fait, il fait des choix quand même assez bizarres. Lui qui était parti, qui est revenu, et puis finalement les Malgaches lui ont fait confiance, l'ont élu. Mais il faut qu'il réponde justement aux attentes de son peuple, de sa population. Alors justement, concernant la famine, le président, dans un premier temps, refusait d'accueillir en fait un soutien étranger. Donc là, est-ce que cette absence n'est pas aussi liée avec ça, même si pendant un temps, on a cru comprendre que finalement, il acceptait l'aide internationale par rapport à la situation. Il avait surtout besoin de démontrer que Madagascar n'était pas dans une situation d'urgence. Évidemment qu'il est un petit peu en contradiction avec le fait qu'il est dans le début d'un mandat, enfin la consolidation d'un mandat, et que depuis son élection, il y a un certain nombre d'éléments qui se sont aggravés. Instabilité sur la côte du canal de Mozambique, avec la montée en puissance, même si c'est balbutiant, d'une forme de radicalisation des esprits. On dit qu'il y a des influences étrangères qui se font de plus en plus insistantes. Je ne les sublime pas au sens littéral du terme, mais il faut en tenir compte. Le fait que Madagascar veuille se situer dans une logique d'indépendance ou d'ultra-souveraineté, et en même temps d'ultra-dépendance vis-à-vis de la Chine. Il n'y a plus un seul contrat qui est ouvert aux Occidentaux parce que les Chinois ont eu une sorte de boulevard qui leur permet de se positionner. Et donc le président malgache donne aussi l'impression qu'il veut être beaucoup plus en adéquation avec ses partenaires de l'Afrique australe. Or, il se trouve que ces partenaires de l'Afrique australe sont tous dans des situations individuelles préoccupantes. L'instabilité dans le nord-est du Mozambique capitalise et consume le président Louisi. L'Afrique du Sud, par la situation sanitaire, a son propre agenda. Et bien évidemment, toute la côte orientale du continent africain, de la Somalie, en incluant le Kenya et la Tanzanie, sont dans les mêmes préoccupations d'instabilité sécuritaire. Donc Madagascar se trouve un peu seul. Et donc, je ne dis pas qu'il faut qu'elle réponde à la sollicitation internationale, puisqu'elle a été très généreusement proposée, mais cet argument un peu anachronique, idéologisé du refus de l'aide, peut être permise quand le président Ado Akufo refuse le prêt que lui propose le FMI en disant qu'il n'en a pas besoin et qu'il a son propre développement endogène. Madagascar n'a absolument pas cette alternative-là. Donc là, on peut effectivement se poser des questions sur la cohérence de Mais je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel, parce que
Ça me rappelle l'époque où feu Didier Ratir prend le pouvoir à Madagascar après son coup d'État et puis qui radicalise, qui coupe les ponts avec la France, avec l'Europe et se tourne vers l'Union soviétique. Et puis pendant près de 10-15 ans, Madagascar a périclité. Et c'est comme ça qu'il a été chassé du pouvoir. Rajoelina revient et il est aussi dans cette radicalité ultra-souverainiste qui ne se justifie pas dans les circonstances actuelles parce que Madagascar n'a pas les moyens de cette politique-là. Il faut savoir être raisonnable quand on est au pouvoir. À un moment donné, on pèse le pour et le contre, dire mais dans les circonstances actuelles, est-ce que l'aide qu'on me propose vaut la peine? Et là surtout, qu'il y a la famine et que donc il y a un risque des millions de morts. Est-ce que dans la circonstance actuelle, j'accepte l'aide ou pas? Ça me rappelle une deuxième image, justement dans les années 70-80, feu l'empereur Haïlé Sélassié, avec la première famine justement dans l'Ogaden, en Éthiopie, et où on avait vu justement les premières campagnes justement contre la faim, où les gens mouraient comme des mouches dans le désert éthiopien, sans rien, et puis l'empereur était tranquille à Addis Abeba. Et donc on est qui avait provoqué sa chute quelques mois plus tard. Exactement. Et donc on est un peu dans cette situation-là. Il faut que André Rajoelina revienne dans des bonnes dispositions par rapport à son pays, à son peuple. Personne ne veut lui contester l'indépendance de Madagascar. Mais souvent, quand on recourt à cet argument de l'ultra-souverainisme, c'est qu'on n'est pas capable de soi-même. Et alors, on essaie de mobiliser autour de ça contre l'extérieur. Non, mais c'est ça, il y a un déni de réalité. Tout à fait. Le fait de s'être arc-bouté sur l'Artémisia, en faisant même une campagne, en disant, regardez, nous avons la solution pour tout le continent africain, ça fait pchit, clairement. Exactement. Et donc, à un moment ou à un autre, l'intelligence ou la responsabilité d'un chef de gouvernement, enfin, d'un chef d'État et d'un chef de gouvernement, heureusement que le Premier ministre a accueilli le directeur du PAM malgré tout, c'est d'agir en responsabilité, d'autant plus qu'il a été élu avec l'apport de forces politiques qui ne sont pas forcément les siennes. Tout à fait. Donc, à un moment ou à un autre, il faut que ces forces politiques disent qu'on ne va pas être dans cette logique très anachronique des années 70-80, où, parce que Madagascar avait basculé d'un camp vers l'autre, qu'on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre que de constater. Là, il y a quand même une responsabilité à agir. Le directeur du PAM l'a dit, il y a 1 million de personnes qui sont en situation de famine extrême, et la faim est revenue à peu près sur tout le continent africain. Avec le phénomène dérèglement climatique, ça va aller crescendo, mais là, il y a quand même des images qu'on n'avait plus l'habitude, heureusement, de voir, qui réapparaissent. C'est vrai qu'elles réapparaissent aussi dans le Tigré, avec des images aussi de bombardements, donc ce qui est à critiquer aussi, mais ça, c'est la responsabilité du Premier ministre, par ailleurs toujours prix Nobel de la paix. Ce qui interroge aussi sur la capacité de donner ce prix à des personnes qui on en a parlé hier sur ce plateau, qui font pas forcément le job, si j'ose dire. Mais là, non, effectivement, à Madagascar, il y a quand même pour nous une sorte de sentiment d'échec absolu, comme quoi on n'a pas beaucoup de moyens de pression. Le président malgache, quand il est venu à Paris, n'a eu qu'un agenda en tête, celui de recouvrer la souveraineté sur les îles éparses. Comment peut-il se préoccuper des îles éparses alors que sur son propre territoire, il y a quand même une perte de souveraineté, une capacité d'action. Et je trouve ça un peu singulier. Voilà. Alfred Thiango ? Je suis tout à fait d'accord, mais il faut que le président malgache se ressaisisse, qu'il mette en avant l'intérêt de son pays et d'abord de ses populations du Sud qui sont victimes de la famine, qu'il trouve une réponse. S'il veut trouver une réponse malgache, qu'il le fasse, mais qui n'empêche pas justement la communauté internationale qui veut venir au secours de Madagascar d'agir et puis d'apporter cette aide qui est nécessaire au fond. Sans quoi on va assister à ce drame de millions de personnes qui meurent de famine aujourd'hui encore. Merci.
à tous les deux pour vos analyses. Merci à vous, Emmanuel Dupuis. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci à vous également, Alfred Chiongo, éditorialiste d'Africa 24. Merci beaucoup, Zahra, de l'invitation et puis merci de l'accueil bienveillant des très chères téléspectatrices. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt dans l'Africa Newsroom. Bonsoir.